Ce soir, le Canada vise à être carboneutre d'ici à 2050. Caroline Brouillette du réseau Action Climat réagit au plan vert du gouvernement Trudeau. Le français comme exigence pour obtenir la citoyenneté. Le projet du Bloc québécois est débattu aux communes. Le député Mario Beaulieu répond à nos questions. La protection du français au Québec, la motion des conservateurs sur la Chine, l'invitation des parlementaires à l'endroit de Joe Biden. On analyse les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le gouvernement de Justin Trudeau vise la carboneutralité d'ici 2050 au Canada. Ottawa a déposé aujourd'hui un projet de loi visant à établir une feuille de route pour atteindre cet objectif. Le but est de forcer le gouvernement fédéral à fixer des cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, 2035, 2040 et 2045. Le projet de loi ne prévoit cependant aucune conséquence si la carboneutralité n'est pas atteinte d'ici 30 ans. Il ne contient pas non plus de mesures précises pour y parvenir. Alors voici là-dessus le premier ministre Justin Trudeau, suivi du ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que nos engagements envers un objectif zéro émission nette d'ici 2050 feront partie de la loi, comme nous nous étions engagés à le faire lors de la campagne électorale de 2019. Chose promise, chose due. En plus de mettre sur pied des mesures pour arriver à cet objectif de manière transparente, la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité sera une étape fondamentale vers une relance durable et une économie plus compétitive à long terme. C'est une journée historique pour nous toutes et tous, mais aussi pour les générations qui seront touchées par ce projet de loi. Tout comme mon collègue, je n'ai pas ménagé mes efforts au cours de ma vie pour exiger une action climatique plus forte, ce qui est une des raisons pour laquelle je suis entré en politique. J'ai continué à le faire au sein de ce gouvernement qui, je suis heureux de pouvoir vous le dire, reconnaît et comprend l'urgence qu'il y a sur la question climatique. Et pour réagir à ce plan vert du gouvernement Trudeau, je rejoins maintenant Caroline Brouillette, qui est porte-parole du réseau Action Climat. Bonjour, Madame Brouillette. Bonjour, Esther. Bon, à peine présenté, le plan des libéraux a essuyé quand même pas mal de critiques, notamment au niveau des cibles de réduction de gaz à effet de serre, qu'on dit pratiquement absentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté au réseau Action Climat de ce plan du gouvernement Trudeau? Bien, pour nous, en fait, c'est la première fois qu'un gouvernement fédéral dépose un projet de loi sur la responsabilité climatique. Et c'est quelque chose au réseau sur lequel on travaille depuis des années, que nos membres et alliés travaillent depuis des années, parce que les changements climatiques au Canada, on le sait, on a malheureusement raté toutes les cibles qu'on s'est fixées là, depuis les années 1990. Donc, le concept de responsabilité climatique, ce que ça vient faire, c'est que ça impose une obligation au gouvernement, puis ça met en place des mécanismes qui le forcent à remplir ses obligations. Toutefois, on n'est pas encore là avec ce projet de loi, donc on est déterminé là à travailler avec tous les partis pour faire de cette loi la loi robuste dont on a besoin au Canada pour atteindre nos cibles climatiques. Oui, parce qu'on dit, vous dites, on n'est pas encore là. Parmi les critiques qu'on a entendues, bon, c'est mince, il n'y a pas de détails, pas de plan de cible, pas de contraintes non plus. C'est ce que vous voulez dire quand on n'est pas encore là? Finalement, qu'il en manque encore un bout? Oui, exactement. Là, je dirais que grosso modo, il y a deux critiques que je ferais. Ouais. En fait, c'est qu'on va pouvoir travailler là, au cours du processus législatif en comité. Donc, la première, c'est qu'on n'impose pas d'obligation au ministre de l'Environnement quant à l'atteinte des cibles. Le projet de loi impose une obligation au ministre de fixer une cible puis de faire rapport sur le progrès envers cette cible, mais il n'y a pas d'obligation d'atteindre cette cible. Donc ça, le caractère exécutoire d'un projet de loi, c'est vraiment clé à ces législations-là qu'on voit partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, puis qui permettent au gouvernement de se tenir responsable de leurs engagements. Ouais, parce que... La deuxième chose, c'est la question des cibles d'ici 2030. Il n'y a pas encore de cible à l'échéance de 2030 dans le projet de loi, puis il n'y a pas non plus de jalons, ce qu'on appelle des jalons dans le projet de loi, à l'échéance 2025. Or, on le sait, la science nous dit que si on veut restreindre l'augmentation de température à 1,5 degrés Celsius,
on doit réduire rapidement les émissions mondiales. Donc, il faut absolument qu'on commence à agir dès maintenant et que le gouvernement impose des obligations pas seulement au gouvernement futur, mais à son propre gouvernement. Oui, que ça commence maintenant. Au point de presse, ce midi, du premier ministre Trudeau, se trouvait le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, un environnementaliste, comme on le sait. Il a d'ailleurs rappelé que c'est pour la cause de l'environnement qu'il s'est présenté en politique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de M. Guilbeault à cette conférence de presse de M. Trudeau? Je pense que M. Guilbeault travaille sur la question des changements climatiques, bien que son portfolio principal, ça soit le patrimoine. C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, là, qui a fait carrière dans le mouvement environnemental. Donc, j'imagine qu'il était là pour prêter son expertise puis prêter main forte au gouvernement sur cette question. Oui. En fait, on est en pleine pandémie. Évidemment, les gouvernements en ont plein les bras. Est-ce que, dû au fait justement que les gouvernements sont débordés par toutes sortes d'urgences, vous avez eu le sentiment que l'environnement a été mis de côté au cours des derniers mois au pays? Écoutez, c'est certain que la crise de la COVID, elle a des effets très réels et concrets sur la vie des Canadiennes et des Canadiens ces temps-ci. Cela dit, je pense que pour nous, c'est un signal que le gouvernement envoie en déposant ce projet de loi-là. Il a déposé quand même peu de projets de loi là, depuis le début de la crise, que la crise climatique, en fait, garde les gens mobilisés. On l'a vu dans les sondages, les gens, cette crise-là leur a fait réaliser leur vulnérabilité, mais nos vulnérabilités en tant que société, donc la vulnérabilité de notre économie face au cours du pétrole qui fluctue selon les aléas mondiaux, notre vulnérabilité sur la façon dont on compense les personnes qui travaillent dans le secteur des soins, mais aussi notre vulnérabilité face à d'autres crises du futur comme la crise climatique. Donc, certainement, comme je le disais, les sondages démontrent que les Canadiennes et Canadiens sont encore très inquiets de la crise climatique dans l'avenir. Puis, ce projet de loi-là est un pas dans la bonne direction pour nous aider à y faire face. Donc, un petit début, comme vous nous disiez. Caroline Brouillette, porte-parole du Réseau Action Climat. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Les libéraux ont encore une fois été talonnés sur la question de la protection de la langue française au Québec aujourd'hui à la Chambre des communes. En toile de fond, le gouvernement libéral est embarrassé par les commentaires de la députée Emmanuela Lambropoulos qui a remis en question le déclin du français à Montréal. Les conservateurs ont exigé le retrait de la députée Lambropoulos du Comité sur les langues officielles. Cette dernière a finalement cédé à la pression et a décidé de quitter sa place au comité en fin d'après-midi. On écoute entre-temps un échange musclé à la Chambre des communes entre le député conservateur Anne Reyes et le lieutenant du Québec pour les libéraux, Pablo Rodriguez. Monsieur le Président, la ministre n'est même pas capable de répondre à une question aussi simple, d'enlever la députée de Saint-Laurent qui ne croit pas qu'il y a un déclin du français. C'est sa pensée, c'est la pensée de la directrice du Parti libéral du Canada pour le Québec. Donc, aucune leçon à recevoir de la ministre des deux langues officielles et du premier ministre lorsqu'il pense faire la défense des francophones partout au pays et aussi au Québec. Alors, j'aimerais ça entendre les autres députés du Québec se lever une fois pour toutes pour défendre les francophones et les Québécois. Puis je pense aux députés de Québec, Louis Hébert, Saint-Maurice-Champlain, Compton-Sainte-Cède, Sherbrooke, Bromissquois et Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, qui se lèvent, qui dénoncent les propos. L'honorable ministre. Président, les députés, et il y en a beaucoup ici, je les vois ici, que ce soit le député de Québec, que ce soit le député de Papineau, d'Hansik, de partout au Québec, Monsieur le Président, se lèvent debout à chaque jour pour défendre le francophone, le fait français, notre langue, notre culture, Monsieur le Président. On n'a aucune leçon à recevoir des conservateurs qui ont coupé la Radio-Canada, qui ont poursuivi les francophones en cours, qui laissent les provinces couper dans les systèmes francophones, Monsieur le Président. Aucune leçon à recevoir d'eux autres. Cela survient alors que le Bloc québécois a débattu pour la première fois de son projet de loi aux communes qui exige que les résidents permanents qui s'installent au Québec et qui veulent obtenir la citoyenneté canadienne aient une connaissance suffisante de la langue française. Alors là-dessus, je retrouve le député du Bloc, Mario Beaulieu. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour. D'abord, il me semble qu'on n'a jamais parlé autant que cette semaine aux communes de la protection de la langue française au Québec. J'imagine que vous en demandez pas tant. Votre réaction là-dessus, parce qu'on en a parlé vraiment toute la semaine.
Bien, pour moi, c'est important. Je pense qu'il y a une mobilisation qui a lieu en ce moment au Québec. Puis il y a eu tellement un déclin du français important qui dure depuis très longtemps que finalement le Québec est un peu le dos au mur. Puis on doit réagir, on doit bouger. On l'a vu à Montréal, la situation du français, c'est vraiment très, très problématique. Si on regarde les commerces, il y a eu une enquête là, journalistique où on voyait sur 30 commerces, je pense, il y en avait une majorité là, qui donnait un service seulement en anglais. En anglais d'abord. On voit aussi toutes les enquêtes statistiques, même les projections de Statistique Canada prévoient un déclin du français. Si on fait simplement regarder depuis 2001 jusqu'à 2016, le français décline comme langue maternelle, comme langue d'usage à la maison, comme première langue officielle parlée, alors que l'anglais augmente. Bon, avant de parler de votre projet de loi, je veux justement vous entendre sur la controverse autour des propos de la députée Lambropoulos. On vient de l'entendre, il y a plusieurs qui réclament sa démission du Comité des langues officielles. Qu'on soit d'accord avec elle de ce qu'elle a dit concernant le déclin justement du français à Montréal. Est-ce que la députée, M. Beaulieu, avait le droit de s'exprimer, de douter du déclin du français à Montréal, même si elle a tort? Est-ce qu'elle avait quand même le droit de le faire? Ben, pour moi, il y a des gens qui ont perçu ça comme choquant, parce que c'est vraiment un déni de la réalité. Mais nous, on pense que ça reflète quand même la pensée de plusieurs députés libéraux. Et moi, j'ai entendu des choses pires que ça au Comité des langues officielles. Par exemple, récemment, le Québec Community Network Group, qui est le Nouvelle Alliance Québec, qui a déclaré que la loi 101 a peut-être été justifiable à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, le français est en très bonne position, puis que la loi 101, c'est une violation des droits civils. Alors ça, c'est un groupe de pression anglophone financé à coups de millions par le gouvernement fédéral, parce que la loi sur les langues officielles, les programmes sur les langues officielles ne visent qu'à renforcer l'anglais. Alors, les 80 millions à peu près d'argent du programme des langues officielles ne font seulement que renforcer l'anglais, servent à financer les groupes de pression des organismes anglophones. Le temps file, M. Beaulieu. Oui. Là, je veux vous parler de votre projet de loi pour exiger des immigrants qui s'installent au Québec qu'ils aient connaissance suffisante de la langue française. Votre projet de loi, on le sait, n'a aucune chance d'être adopté parce que les libéraux, le NPD va voter contre. Plusieurs jugent que vous faites ça juste finalement pour embarrasser le gouvernement Trudeau. Est-ce que c'est le cas? Il y a un net progrès. La première fois qu'on l'a présenté, les libéraux ont réussi, étaient majoritaires, ils ont fait voter pour qu'il soit déclaré non votable au comité des procédures. On est obligé d'utiliser une procédure très rare, avoir lieu un vote secret. Puis bon, finalement, il n'a pas été voté officiellement en Chambre. Cette année, là, il va être voté, il va y avoir un débat réel. Il semble que les conservateurs vont l'appuyer. Puis moi, je me dis, c'est un peu paradoxal parce que les libéraux nous disent, oui, on veut promouvoir le français. Ils l'ont déclaré dans le discours du trône pour la première fois depuis 51 ans. Et on doit agir. Et là, on présente un projet de loi. C'est une mesure mineure. C'est tout à fait constitutionnel. Si on veut, dans la Constitution, on parle d'une égalité réelle entre les langues. Alors, si on regarde la situation du français au Québec, si on regarde la situation du français dans l'ensemble du Canada, c'est un déclin, c'est un taux d'assimilation. Il s'adresse à qui, votre projet de loi, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça vise d'abord et avant tout les anglophones? Ça vise d'abord et avant tout à donner des outils aux nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'intégrer, se franciser et participer à la langue commune au Québec, à la société québécoise. Mais les nouveaux arrivants, vous parlez de tous les nouveaux arrivants ou davantage des anglophones? Ça vise qui? Tous ceux qui veulent avoir la citoyenneté. À ce moment-là, en ce moment,
on exige la connaissance d'une des deux langues officielles. Et il y a des gens même qui n'ont pas leur citoyenneté parce qu'ils n'ont pas passé leur test linguistique. Nous, on dit au Québec, le français, c'est la langue officielle, la langue commune. Alors, ce serait tout à fait normal. Ça va dans le même sens que ce que le gouvernement du Québec essaie d'implanter de différentes façons. Il y a un appui massif des Québécois. Il y a eu des sondages qui démontraient que c'est au-delà de 70 qui sont favorables, qui considèrent que la connaissance du français devrait être obligatoire pour avoir la citoyenneté au Québec. Monsieur Beaulieu, il me reste quelques secondes, mais je veux vous entendre sur une déclaration du premier ministre Trudeau hier, lors de la période des questions aux communes, lors d'un échange qu'il a eu avec votre chef, Yves-François Blanchet. Monsieur Trudeau a pris position, en fait, en faveur de la loi 101. Il a dit que ça a contribué à protéger le statut particulier du français au Québec. Monsieur Blanchet a eu une réaction quand même assez forte, je dirais de surprise. Il a dit que ça va faire les manchettes dans les journaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette déclaration du premier ministre Trudeau envers la loi 101? Moi aussi, j'ai trouvé ça étonnant parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt l'inverse. Il semblait être contre la loi 101. Dans le fond, la loi sur les langues officielles, son principe même va à l'encontre de la Charte de la langue française parce que ce qu'on veut, c'est faire du français la langue officielle, la langue commune, en respectant les droits de la minorité historique anglophone. Mais si on ne réussit pas à intégrer et franciser les nouveaux arrivants, c'est mathématique. On va disparaître à un moment donné. Alors, M. Trudeau, il semble y avoir eu une évolution et je pense que c'est une bonne chose. Moi, nous, ce qu'on veut, c'est arriver... Le gouvernement fédéral a dit qu'il voulait, il admettait avoir une responsabilité dans la protection, la promotion du français. S'il commençait simplement par arrêter de nuire à la loi 101, ce serait déjà beaucoup. Et parce qu'il gère déjà beaucoup. Monsieur Trudeau qui chemine. Mario Beaulieu, député du Bloc québécois, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et puis, on apprenait aussi aujourd'hui qu'il y aura un débat exploratoire de 4 heures aux communes sur la protection de la langue française le 25 novembre, donc la semaine prochaine. Le français, ce sera justement notre premier sujet de discussion avec nos journalistes. Ils sont 2 ce soir. Je les retrouve, Joël Denis et Conrad. Bonsoir à vous 2. Bonsoir, Esther. Joël Denis, un mot d'abord sur la députée Lambropoulos. Bon, ça fait des jours vraiment qu'elle est sous pression. Elle a finalement démissionné en fin d'après-midi du comité permanent sur les langues officielles, contrôle de dommages. Jusqu'à quel point cette histoire a été embarrassante depuis le début pour le gouvernement de Justin Trudeau? Très dommageable pour la raison suivante, Esther, c'est que le gouvernement Trudeau tente de se projeter l'image qu'il est un gouvernement qui va défendre la langue française. Or, le message véhiculé par Mme Lambropoulos, c'est qu'il n'y a pas de problème avec l'avenir du français à Montréal. Et ça va à l'encontre des messages que véhiculé le gouvernement dans son discours du trône, un message que véhiculé la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Donc, je pense que ses heures étaient comptées. Si elle n'avait pas démissionné de son propre chef, elle aurait été, je pense, éjectée de son poste par le bureau du premier ministre. Conrad, on est en pleine pandémie de coronavirus. C'est un des sujets qui a vraiment dominé la semaine à Ottawa. C'est la protection de la langue française au Québec. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Évidemment, le Bloc québécois en demande pas tant. Mais qu'est-ce qu'on doit penser de ça, que ce soit le sujet de la protection de la langue française qui domine l'actualité aux communes? C'est une bonne question. Effectivement, ça indique qu'il y a du millage politique dans la question de la langue française, mais aussi que c'est une question sensible. Évidemment, on parle depuis plusieurs semaines ici au Québec de la question de la langue à Montréal, dans le statut de Montréal au centre-ville de Montréal, le déclin de Montréal au centre-ville de Montréal, et le fait qu'un une députée libérale de Montréal semble nier l'existence du problème, ça frappe assez fort. Oui. Joël Denis, là-dessus, est-ce que cette démission-là, ça va permettre de tourner la page sur l'incident ou qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement Trudeau le souhaite évidemment, mais je parlais à quelques stratèges libéraux et on m'interrogeait à savoir que penses-tu seront les dommages causés par la sortie de Mme Lambropoulos, mais il y a aussi la présidente du Parti libéral du Canada, section Québec, Chelsea Craig, qui en a rajouté aussi. Donc, et on se demandait quels sont les dommages. Il y a une campagne électorale qui est en préparation, il s'apparaît, Esther, et la question linguistique au Québec est de toute importance.
Et le gouvernement Trudeau est conscient que s'il ne peut pas conserver les sièges en région, il n'y en a pas beaucoup, il pourrait les perdre au profit du Bloc québécois et du Parti conservateur qui ont fait de la défense de la langue française un enjeu important aux communes aujourd'hui. Et je vous soulignerais, Esther, que même le chef conservateur, Erin O'Toole, a indiqué qu'il fallait défendre la loi 101. Je n'ai jamais vu ça. Oui. De toute mon expérience de couverture de la colline parlementaire, un chef fédéraliste à Ottawa a demandé à ce qu'on protège la loi 101 au Québec. Donc, visiblement, ça occupe les esprits. Il y a un raison fort simple, c'est que le Québec va demeurer une terre importante pour la prochaine campagne électorale. Le Bloc qui s'est trouvé un allié, effectivement, pas vraiment naturel, les conservateurs là-dessus. On va parler de conservateurs. Conrad, la motion conservatrice cette semaine qui demande au gouvernement canadien de durcir le ton envers la Chine, une motion qui a été adoptée. Il y a même des libéraux qui ont voté pour. Conrad, faut préciser que la motion n'engage pas comme tel le gouvernement, mais est-ce que le temps est venu pour le Canada de montrer plus de dents envers la Chine? Mais écoutez, ça fait 2 ans que ce dossier traîne et on sait parfaitement que la décision que les experts de la sécurité nationale sont clairs là-dessus depuis des mois et des mois que la décision effectivement a été prise en ce qui concerne la sécurité nationale. C'est pas forcément de bannir Huawei, mais d'empêcher que Huawei, les équipements de Huawei soient intégrés dans les systèmes 5G. Donc, on sait que le gouvernement Trudeau tergiverse sur ce dossier parce qu'on sait aussi qu'il y a 2 Canadiens qui sont encore prisonniers en Chine et on ne va pas créer plus de problèmes. Mais il faut se demander qu'il n'y a pas une autre raison qui explique la réticence du gouvernement à montrer ces cartes-là dans ce dossier-là. Et c'est ça, est-ce que c'est une question qui veulent en quelque sorte garder une chance que les relations canado-chinoises qu'on soit capable de les relancer sur de nouvelles bases dans l'avenir. Mais il est effectivement temps que le gouvernement décide et l'annonce. Oui, parce que Joël Denis, le gouvernement Trudeau en a déjà plein les bras avec l'arrestation des 2 Michael. Conrad en parlait il y a un instant, ça fait 2 ans que ça dure. Ça va faire bientôt 2 ans. Est-ce que les conservateurs, ça jette l'huile sur le feu, met le gouvernement dans l'embarras avec des motions comme ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça a suscité un débat assez intéressant aux communes. Notamment, on a pu apprendre que Huawei avait pu installer, grâce à TELUS, des tours de télécommunications au centre-ville d'Ottawa. Or, au centre-ville d'Ottawa se retrouvent quoi? Les principaux ministères, la GRC. Donc, il y a des possibilités d'espionnage. Et aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie et même en Grande-Bretagne, on a conclu que Huawei représentait une menace à la sécurité nationale. Alors, si ces pays sont venus à cette conclusion-là, je ne vois pas pourquoi le gouvernement Trudeau n'arrive pas à la même conclusion et il n'annonce pas ses couleurs. Ça fait quand même 2 ans, comme le souligne Conrad, que ça dure. Il est temps que le gouvernement prenne une décision dans ce dossier, même si ça peut avoir des conséquences diplomatiques importantes. Bon, un mot sur les élections américaines, parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis l'élection du président élu Joe Biden. Il y a eu une motion cette semaine, unanime, il faut le dire, au Parlement canadien pour féliciter Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection, et une invitation formelle de la Chambre des communes pour que le président élu Biden vienne y prononcer un discours. Il va être président à ce moment-là. Conrad, est-ce que Joe Biden pourrait renouveler avec une tradition de certains de ses prédécesseurs et effectuer au Canada son tout premier voyage officiel à l'étranger? Bien, ça va être un gros signal s'il le fait et on l'espère effectivement, ou on l'espère à Ottawa, effectivement, que ça serait un bon coup pour le gouvernement Trudeau et effectivement que M. Trudeau soit capable de donner la perception qu'il y a un nouveau partenariat nord-américain entre les 2 pays, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça parce qu'on sait que les relations entre Stephen Harper et Barack Obama n'étaient pas forcément au beau fixe et que depuis l'arrivée de M. Trump, c'était encore pire. Donc, oui, c'est important et j'imagine qu'il y a ça négocie très fortement l'ambassade du Canada à Washington maintenant pour que la première visite soit au Canada. Parce que Joël Denis, ça enverrait quand même un message assez fort que le président Biden effectue son premier voyage au Canada. Oui, tout à fait. Et ça enverrait le message surtout que le Canada peut compter sur les États-Unis de nouveau pour, comment dirais-je, influencer
les organisations internationales comme l'ONU, l'OMC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il y a une nouvelle alliance qui est renouvelée, je vous dirais. Et donc, on fait des pieds et des mains pour s'assurer que M. Biden effectue tout à fait sa première visite au Canada. Mais non seulement ça, mais qu'il prononce un discours pour justement parler de cette nouvelle alliance renouvelée entre le Canada et les États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden. Je vais rester avec vous, Joël Denis, parce que j'ai un dernier sujet plus économique pour Conrad. Sur la vaccination au Canada, on en a beaucoup parlé aussi cette semaine. Les vaccins s'en viennent, ça c'est la bonne nouvelle, mais on se demande, est-ce que le Canada va être prêt pour cette distribution massive de vaccins quand ça va arriver? On s'y prépare avec beaucoup de soins et de planification. Mm-hmm. Les Forces armées canadiennes seront largement impliquées dans la distribution. C'est le plan qui est envisagé en ce moment. Pourquoi? Parce que les Forces armées canadiennes sont habituées à des logistiques difficiles. En temps de crise, c'est le principal outil qu'on utilise pour régler des crises un peu partout, même au Canada, mais aussi à l'étranger. Il faut dire aussi, Esther, qu'on veut aussi utiliser les Forces armées aux États-Unis pour assurer la distribution rapide et efficace du vaccin. Donc, c'est une institution importante qui sera mise à contribution et je pense que ça va être à l'avantage de tous de voir les Forces armées canadiennes s'occuper de la distribution du vaccin dans les principaux lieux au Canada. Appelé en renfort comme ça. Conrad, donc, je veux vous entendre sur l'énoncé économique du gouvernement parce que le Québec et l'Ontario, on le sait, ont présenté leur mise à jour au cours des dernières semaines. Du côté de l'Ottawa, on n'a toujours pas de date pour un énoncé économique. Il me semble qu'on nous avait promis ça pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on attend à Ottawa pour annoncer un énoncé économique? C'est une autre bonne question, Esther, parce que je crois que la question que tout le monde veut voir, à laquelle tout le monde veut que le gouvernement réponde, c'est la question de est-ce qu'il va y avoir une ancre fiscale pour que le gouvernement, s'il fixe pas une échéance pour le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est impossible, parce que ce gouvernement l'a jamais fait en 5 ans au pouvoir, que au moins il va y avoir un mécanisme pour limiter la croissance de la dette. Ouais, donc, je sais qu'il y a beaucoup de réticence actuellement au gouvernement pour le faire parce qu'avec l'incertitude, on est en pleine deuxième vague avec une potentielle fermeture encore de l'économie autour de Noël. Donc, ça, effectivement, ça c'est la grosse question et j'imagine que ça explique un peu pourquoi on la date se fait attendre. L'équilibre budgétaire, évidemment, en pleine pandémie, pas évident. Joël Denis. La question des négociations sur les transferts en santé, parce que... ça, les provinces attendent après ça. Si c'est tout le temps qu'on a, Conrad, Joël Denis. Joël Denis, je vous remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. On aura plus de temps la semaine prochaine pour discuter. Merci à vous deux. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir. Du côté de Québec, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui son plan pour permettre aux Québécois de se réunir pour Noël sans provoquer de nouvelles flambées de COVID-19. Québec va permettre des rassemblements familiaux pendant 4 jours à Noël uniquement, soit les 24, 25, 26 et 27 décembre. Il demande aussi aux Québécois d'éviter les contacts, sauf avec les personnes avec qui ils habitent, une semaine avant et après cette période de Noël. La taille de ces rassemblements sera aussi limitée à 10 personnes. Pour les étudiants, Québec propose de favoriser l'enseignement à distance dans les jours précédant le réveillon. On écoute le premier ministre François Legault. Ce que je propose, c'est un contrat moral. Donc, d'un côté, il va pouvoir y avoir des rassemblements, maximum 10 personnes, 24, 25, 26 ou 27 décembre. Mais de l'autre côté, on demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes n'aient pas eu de contact avec d'autres personnes. Et en terminant, un mot sur un geste symbolique ce midi à Ottawa. Il y a une dizaine de personnes qui ont déposé des chaussures sur la colline du Parlement en hommage aux victimes de la COVID-19 décédées dans les foyers de soins de longue durée. Le groupe plaide aussi en faveur de la création de normes nationales dans les centres pour personnes âgées. Il demande d'ailleurs aux citoyens de placer des chaussures devant leur porte d'entrée, de prendre une photo et de la partager sur les réseaux sociaux pour signifier leur appui à cette cause. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 19 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.